Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous vous êtes bien reposés pendant ce week-end. Restez au chaud, sous les couvertures, si vous le pouvez, à l'abri de la pluie et de la neige. Vivement le retour du printemps. Je suis à vos côtés jusqu'à 1h. Paul et Jeanne sont à l'autre bout du fil, au 3921, pour me parler de vous et de tout ce qui fait votre vie. C'est Fabrice, c'est pas... Je vais y arriver. Ça, c'est parce qu'il me regarde droit dans les yeux, voilà, ça me trouble. C'est Fabrice Fougerouz qui réalise cette émission. Et bien sûr, j'attends aussi toutes vos réactions par SMS au 7 39 21. Le mot de passe est nuit. Et également par mail sur le site europe1.fr. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Julie. Bonsoir. 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 Alors vous m'appelez de Pologne ? Oui. Je le précise parce que Paul me disait que la liaison était excellente, malgré bien meilleure parfois que les liaisons françaises. Tant mieux. Je sais pas trop par où commencer parce que c'est la première fois que je parle. Alors par le début, vous rentrez dans le... Parce que j'ai pas pris connaissance de votre petite fiche, là j'étais occupée avant l'émission. Vous voulez me parler d'un homme, vous aviez trouvé la perle rare apparemment, il avait l'air parfait, et donc seulement il voyageait beaucoup, et pour ses études, et les week-ends il passait beaucoup de temps avec son ex. Or vous êtes déjà de nature très jalouse, et ça vous faisait souffrir. Voilà, j'en ai souffert énormément quand on était loin. Et bon, donc on a décidé cette année de partir en Pologne ensemble. Donc du coup, on est en Pologne. Je suis en Pologne. Mais en fait, au lieu de s'améliorer, c'est pire parce que je suis toujours aussi jalouse et je suis dans un pays où je connais personne, où je parle pas la langue. Et des fois, il est au téléphone, il discute avec son ex, ou il étudie, il est tout le temps en contact avec elle. Oui. Et du coup, j'ai du mal à... Et pourquoi est-il tout le temps en contact avec elle comme ça ? Parce qu'il ne coupe jamais les ponts avec ses ex. Avec aucune ? Non, aucune. Mais est-ce qu'il vous en parle ? Est-ce qu'il en parle de cet ex en dehors de la relation qu'il entretient avec elle ? Est-ce qu'il vous parle d'elle, de ce qu'ils faisaient ensemble ? Non, quand on se voyait pas le week-end, ils me disaient juste qu'ils allaient manger ensemble ou qu'ils faisaient les devoirs ensemble parce qu'ils étudiaient ensemble, c'est ça aussi le problème. Donc du coup, non, mais ils me disaient non, mais il se passe absolument rien. On n'est plus ensemble, on est juste amis. Il ne vous parle pas d'elle, de ses qualités, de sa personnalité ? Si, il m'en a parlé au début. Maintenant, il ne m'en parle plus puisque je suis jalouse excessive. Donc, il me parle plus de rien. C'est ça le problème aussi. Il ne me dit plus rien du coup. Donc, c'est mieux. Mais oui, parce que il vous en parlerait, ça vous rend jalouse. Donc, c'est mieux qu'il n'en parle pas. Mais donc, vous voulez dire finalement, vous imaginez le pire. Mais vous dites, vous êtes jalouse vraiment excessive. C'est-à-dire même avant ce garçon, vous étiez très jalouse dans vos relations ? Oui, j'ai ce gros problème et je sais pas. Et quand je suis avec quelqu'un, je m'oublie un peu. Je suis plus dépendante de la personne et je pense moins à moi-même. Je suis trop jalouse. Oui. Donc, ouais. Oui, alors ça... Donc, et ça a été jusqu'à, je veux dire, la cause de rupture amoureuse, cette jalousie ? Non, il n'y a pas de rupture encore. Non, dans vos histoires précédentes. C'est-à-dire, j'ai eu que 2 histoires vraiment importantes avant lui. Et donc, non, la première, c'est moi qui... J'étais très jalouse pendant très longtemps. On a vécu ensemble 5 ans. Et en fait, la dernière année, c'est juste que il y avait plus, je ressentais plus rien pour lui. Et ça s'est terminé. Donc, mais non, il m'a supporté pendant 5 ans. Ça s'est pas fini à cause de ma jalousie. D'accord. Et le second, oui, peut-être, mais je suis pas sûre parce que le second était pas très clair non plus. Enfin, je pense qu'il avait, c'était un peu sa faute aussi.
Mais non. Non, parce que qu'est-ce qui fait dire que vous êtes aussi jalouse que ça? Mais parce que j'ai sans arrêt besoin de poser des questions. Tu vas voir qui? Tu es avec qui? Tu es où? Regarder son portable ou... Mais c'est depuis que vous avez appris qu'il entretenait toujours une relation, même s'il n'y a rien entre eux, que ça reste une relation amicale avec son ex, ou vous étiez déjà comme ça avant même de savoir qu'il entretenait cette relation? Au début, je pensais que c'était juste par rapport à ça. Et en fait, non. En fait, je me suis rendu compte que s'il me présente des copines à lui, très proches, et s'ils s'entendent bien, des fois ça va, mais des fois je sens que je sens que je suis, oui, je sens que je me sens pas à l'aise en fait. Vous vous dévalorisez par rapport aux jeunes femmes qu'il vous présente? Oui, voilà, je me dis qu'il pourrait trouver mieux et que je me dis que je peux le perdre facilement en fait, que je suis pas. Vous n'avez pas confiance en vous. Oui, voilà. D'un côté, oui, c'est peut-être ça aussi. Ah ben oui, parce que quand vous dites qu'il pourra trouver mieux, enfin, pourquoi ça reflète quand même une très mauvaise image de vous-même. En l'occurrence, c'est avec vous qu'il est. Oui. Donc, pourquoi les autres femmes seraient mieux que vous? Elles sont différentes. Elles ont, vous voyez, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux. C'est comme si en chaque femme vous voyez une rivale susceptible de vous prendre votre petite amie. Alors le problème, c'est que quand même dans cette relation, indépendamment de votre jalousie, il y a la relation qu'il entretient avec son ex, qui est quand même. Alors c'est là où j'aimerais comprendre avec vous. Est-ce qu'il appelle régulièrement? Non. Quand on a commencé la relation, quand il partait souvent les week-ends, oui. Elle appelait, elle le textotait. C'était elle donc qui le relançait. Lui aussi parfois. Donc je sais pas trop s'ils avaient vraiment fini ensemble. Je ne suis pas vraiment sûre. Peut-être qu'elle essayait de le reconquérir après tout. Oui, en l'occurrence, c'est quand même avec vous qu'il est. Oui, si vous commencez à vous angoisser sur est-ce que quand il vous a rencontré, c'était vraiment terminé avec elle, vous n'allez pas vous en sortir. Et j'ai envie de dire, et quand bien même, en poussant le bouchon plus loin, il arrive parfois qu'on puisse jouer, entre guillemets, sur deux tableaux, parce qu'on ne sait pas très bien l'histoire capote un peu avec la personne avec qui l'on est. On fait une rencontre qui est pour quelqu'un pour qui on a un coup de cœur, en l'occurrence là vous, mais on ne sait pas si ça va être une aventure ou l'histoire d'une vie. Donc vous voyez, il peut y avoir un entre-deux. Bon, mais ce qui compte, c'est après dans la durée. Or, dans la durée, il est avec vous. Maintenant, c'est vrai que c'est problématique si cette ex est trop présente. C'est-à-dire, c'est à lui, quand même, de vous rassurer là-dessus, ou qu'il garde un contact avec ses ex. Bon, après tout, on peut conserver des relations amicales avec ses ex. Mais pour autant, elles ne doivent pas être envahissantes. Vous voyez, c'est pour ça que j'essayais de voir à peu près à quel rythme il s'appelait. Parce que sinon, c'est vrai qu'on n'a plus le sentiment de former un couple, même un trio. Oui, non, depuis qu'on est ici, non, maintenant c'est juste le week-end parce qu'il se voit en cours. Donc c'est juste... Mais dans la semaine, non. Oui, mais enfin, il se voit en cours. Il se voit dans la semaine. Non, il se voit que le week-end parce qu'il a cours que les week-ends. Oui, d'accord, mais enfin, ça veut dire qu'il se montre disponible tous les week-ends pour elle? Non, mais il se voit en cours, juste. Après, il n'a pas... Je pense. Ah oui, c'est le cours, d'accord. Oui. Non, bon, écoutez, oui, donc il se voit pendant les cours. Oui. Bon, le problème, c'est qu'en plus, vous, déjà qui êtes d'un tempérament jaloux, vous êtes dans un endroit où, comme vous dites, vous ne connaissez personne, vous êtes très isolé, vous vous raccrochez d'autant plus à cette histoire. Parce que vous avez quand même vous êtes allé en Pologne pour rejoindre cet homme? Oui. C'est un sacré choix que vous avez fait là. Vous avez, une possibilité de travail Vous avez quel âge? 29. Je travaille dans une école, mais je gagne 240 € par mois. Ah oui, d'accord. Donc, c'est vrai vous n'allez pas aller loin. Vous êtes complètement dépendante de lui. Voilà. Dépendante de lui et vous n'êtes plus dans votre univers.
Exactement. Donc ça vous aide pas. Déjà que vous avez une image de vous assez basse, vous avez du mal à avoir confiance en vous, ça ne vous aide pas. Et il me dévalorise aussi parfois. Comment Au lieu ça? de m'aider et de me rassurer, pour lui faire confiance, parce que c'est déjà pas facile pour moi, et puis en plus je suis pas chez moi comme vous le dites. Oui. Des fois il est gentil, il est tendre, mais des fois il dit que c'est à cause de moi, à cause de ma jalousie, mais il me dévalorise, il me juge, il me dit oui, tu fais pas ça, t'es pas comme ça, t'es qu'une gamine, t'as jamais de toute façon t'as jamais rien réussi dans ta vie. Oh là là, ça va pas, hein? C'est moitié, il est. Oui, mais ça va pas du tout. Quel âge a-t-il Donc, d'abord, lui, pour vous traiter de gamine? 31. Oui, bon, écoutez, vous avez 2 ans d'écart. Non, et puis, que votre jalousie soit empoisonnante, que ça l'énerve, vous savez, la jalousie, c'est un véritable poison dans un couple. Ça peut même détruire le couple. Mais de là à vous rabaisser en vous disant que vous n'avez jamais rien fait de votre vie, ça ne va pas. D'autant que vous avez quand même fait un énorme sacrifice en le suivant. Mais c'est peut-être là aussi, vous avez un élément de réponse dans ce que vous me disiez. C'est-à-dire que vous vous oubliez dans une relation. Oui. Mais vous vous oubliez d'autant plus que vous manquez cruellement de confiance en vous. Et là, si vous voulez, c'est d'autant plus compliqué que ce que vous êtes en train de vivre, parce que vous êtes quand même déraciné. Donc vous misez tout sur cet homme, et cet homme, qui est pas toujours très bienveillant à votre égard. Alors, il y aurait quand même lieu, je pense, de comprendre, si vous voulez, la jalousie, elle puise toujours ses causes dans l'enfance, hein, ses origines dans l'enfance, plus exactement. Parce que elle renvoie souvent à... Il y a différentes causes, hein, mais à tout ce qui a pu être vécu comme un abandon ou un manque d'attention, de soins pour le bébé que vous avez été. Ou ça peut être la naissance mal vécue d'un frère ou d'une sœur. Je pense que dans mon cas, oui, ça doit venir. Ça viendrait de quoi, selon vous? Ma mère était très jalouse quand j'étais jeune. Je me souviens qu'elle était très, très, très jalouse. Et mon père était alcoolique. Oui. Et j'avais une petite sœur, et j'étais tout le temps plus de retrait. C'était moi qui devais aller chercher mon père dans les bars, c'était moi qui rentrais. J'étais petite, mais j'étais pas. Oui. Donc ça vient peut-être de là. Je me suis dit, je me suis analysée. Oui, vous avez porté des choses beaucoup trop lourdes pour vos petites épaules. C'était pas votre rôle. C'était pas votre rôle d'aller chercher votre père dans les bars. C'est pas la place d'une enfant. Hein. Et puis de ramener un père en plus alcoolisé, d'avoir cette vision-là de lui. C'était à votre mère de le faire et de dire qu'à un moment cet alcoolisme était insupportable. Or, elle vous mettait dans un rôle de parent. C'était vous qui étiez chargé de jouer les intermédiaires. Ça va pas du tout. Donc vous avez un peu manqué de protection. Donc ça viendrait de là. Il y a plusieurs causes, mais si vous voulez, la jalousie, quand on l'éprouve à l'âge adulte, hein, quand elle est vraiment excessive, il y a plusieurs formes de jalousie. Finalement, c'est compliqué, on ne peut pas vraiment rassurer la personne, en tout cas le partenaire, parce que les racines, elles plongent toujours dans l'enfance. De quelque chose qui a été mal vécu, qui a été douloureux, d'une séparation qui peut avoir été mal vécue. Alors en plus, vous vous retrouvez à un moment de votre vie où vous êtes particulièrement isolé, ce qui n'arrange rien. Mais c'est vrai que dans ce couple aussi un peu infernal que vous décrivez, là, de vos parents, il y avait votre mère déjà jalouse. Hein, et avec cet homme, comme si elle vous renvoyait l'image d'un homme sur lequel on ne pouvait pas compter. Ou qui l'a trompé. Bon. Oui. Vous avez grandi avec cette image-là de couple dans la tête. Donc aujourd'hui, vous pouvez penser que aucun homme n'est fiable, que vous ne pouvez compter sur aucun homme. Et en tout cas, vous, peut-être quand les parents sont très occupés comme ça à se déchirer, hein, quand ils sont dans quelque chose d'assez névrotique, on va dire, dans leur relation, les enfants, d'une certaine façon, sont dans un abandon moral. Parce que les parents n'oublient d'être parents. Ils sont trop préoccupés par leurs déboires conjugaux. Oui.
Oui, ma mère écoute beaucoup votre émission. Oui, Et c'est elle qui m'a dit de oui. Ben, d'écrire. elle a bien fait. Et Elle a bien elle fait m'a- parce qu'elle doit s'inquiéter pour vous en ce moment. Oui. Elle Et elle revit me, à travers vous certainement des choses qu'elle a vécues et et elle vous me dit, à oui. travers Et elle. elle me Oui, disait exactement ce que vous me dites en ce moment. Elle me disait qu'elle s'occupait pas vraiment de nous parce qu'elle était plus, et oui, elle pensait plus à mon père mm, qu'à ce qu'il faisait, et où oui, il était, et oui. qu'à prendre soin de. Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'il arrive comme ça dans certains couples ou même des couples parfois très passionnels avec tout ce que ça peut engendrer de colère, de jalousie, de scène. C'est finalement le couple, le conjugal qui l'emporte sur le parental. C'est-à-dire que ils sont tellement occupés et pris dans quelque chose qui les fait souffrir en même temps, mais dont ils ne peuvent pas se défaire, que ils en oublient entre guillemets quelque peu leur responsabilité de parents. Mm. Donc je crois que par rapport à cette histoire, ça serait important quand même vous déjà c'est dommage que vous manquiez aussi fort de confiance en vous, mais ça peut s'expliquer parce que vous n'avez pas vous avez d'une certaine façon dû grandir trop vite aussi, à être au cœur des problèmes de vos parents. Donc Oui. vous n'avez pas pu bien vous occuper de vous. Enfin, vous voyez, grandir à votre rythme. Mm. Mm. Vous n'avez pas eu une sécurité, un sentiment de sécurité. Donc aujourd'hui, vous vous demandez un peu ce que vous valez, qui vous êtes, et du coup, toutes les femmes vous paraissent mieux que vous, ce qui est évidemment pas la réalité. Oui. Oui, c'est peut-être ça. Mm. Alors, il y a de ce côté, vous, ça vous pouvez vous faire aider, ça serait important. De l'autre côté, il y a quand même quelque chose de problématique dans le comportement de cet homme qui, me dites-vous, vous rabaisse. Parce que, alors encore une fois, soit la jalousie n'est plus possible et il vous dit très clairement qu'il faut vous faire aider ou après tout, on peut mettre un terme à une relation quand ça devient invivable, plutôt que de démolir l'autre en lui disant des choses comme ça, telles que tu n'as jamais rien réussi dans ta vie. Il le Oui, dit mais quand il est énervé, tout ça, évidemment. des fois il arrive et tout va bien. Et puis tout d'un coup je pose juste une question et puis tout de suite et au lieu de s'en prendre juste à ce qui vient d'arriver, il commence à dire que je ne sers à rien, que je suis qu'une gamine, que je réagis comme une enfant de 15 ans, enfin, etc., etc., etc. Et du coup, je pleure et puis ensuite il arrive et plus tard et il me dit excuse-moi, je suis désolée, je suis vraiment méchant avec toi, je sais pas pourquoi je m'emporte. Pourquoi je te parle comme ça, je sais pas pourquoi je t'insulte, etc. Oui, mais voyez, quand il y a comme ça la place pour des insultes, ça peut arriver à tout le monde, hein, dans le cadre d'une dispute, de s'emporter, de tenir des propos qui dépassent notre pensée. Mais quand ça devient quelque chose de régulier, où on est sur le mode de l'insulte, de la dévalorisation, là, ça ne va pas. Et d'autant plus que vous avez trop connu ça, Julie. Ça vous renvoie certainement à ce qui devait se passer entre vos parents. Oui. Donc, vous êtes d'autant plus impuissante, parce que quand vous étiez une petite fille, vous ne pouviez pas, malgré ce que votre mère vous demandait, qu'elle ne parvenait pas à elle à faire, régler leurs problèmes. Et même de toute façon, adulte, on ne peut pas régler le problème du couple de ses parents. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation que vous avez vécue enfant, et c'est pour ça que vous êtes aussi englué dedans. Et il y aurait vraiment la nécessité de faire un travail sur vous-même pour apprendre à vous faire confiance, à vous aimer davantage, et puis à travailler un peu sur, à donner la parole un peu à cette petite fille qui a grandi trop tôt du fait des difficultés de ses parents. Et ça, est-ce que vous pouvez le faire en Pologne ? Je sais pas, parce que vous voyez, c'est mieux un travail sur soi, ça se fait dans sa langue maternelle. Hein. Oui, voilà. Oui. Et c'est ça, Est-ce que vous envisageriez pas de revenir un peu en France et de vous occuper de vous ? C'est que sincèrement, pour le moment, j'ai pas les moyens de. Mais votre mère peut peut-être vous aider. Si elle, puisqu'elle vous a dit d'appeler l'émission. Il faut avoir un boulot. Vous avez un boulot, mais à 240 € par mois. Hein. Oui, je sais.
je sais. Oui, non, mais Il est polonais, j'ai du lui, mal ce à me garçon? détacher. Il est polonais, oui. Mais j'ai Oui, du mal mais à me je sais que vous détacher avez du de- mal à vous détacher, mais moi, je vous vois pas tellement avancer dans la situation, si vous restez dans cette situation. Oui, ok. Parce que vous êtes trop isolé. Oui. C'est Vous ça, êtes le trop problème. J'ai isolé, il y a personne pas... avec qui parler Oui, et ça va pas, et votre maman, elle a raison de s'inquiéter. Et de vous dire, comme elle, qu'il y a des choses quand même à voir, bien sûr, dans votre enfance, et c'est bien qu'elle en ait conscience, mais aussi par rapport au comportement de ce garçon. Qui, bon, c'est vrai que c'est très difficile, hein, à sa décharge de faire avec un partenaire jaloux, parce qu'au bout d'un moment, ça pousse à bout. Pour autant, l'insulte et le dénigrement ne doivent pas devenir un moyen de communication au sein d'un couple. Là, ça va pas. Il faut apprendre à vous protéger. Ce que vous ne savez pas faire, parce qu'on ne vous a pas suffisamment protégé, enfant. Mais maintenant, vous n'êtes plus une petite fille, Julie. Donc c'est à vous aussi d'apprendre à vous protéger et à pas rester dans des situations où vous êtes mal, en fait. Oui. Mais je me sens, enfin, je pense que je pense que la situation va mal à cause de moi, en fait. Non, alors, pas seulement à cause de vous. Il y a quand même, si vous voulez, certains aspects dans le comportement de ce garçon qui sont, je trouve, un peu préoccupants. D'accord. Oui. Il y a votre jalousie et vous en êtes consciente, ce qui est déjà un très bon signe pour avancer, parce que vous savez, la plupart des jaloux vraiment pathologiques ne reconnaissent pas leur jalousie. Ils n'en sont pas conscients. Ils disent qu'elle est justifiée. Bon, vous, il y a le fait que vous avez votre histoire, vous en êtes consciente, ça c'est très bien parce que vous allez pouvoir travailler dessus. Hein, vous reconnaissez votre part de responsabilité, mais je pense que vous n'êtes pas la seule responsable parce que dans les relations que ce garçon entretient avec son ex, je ne dis pas qu'il a une relation, qu'il continue à avoir une relation amoureuse avec elle. Mais si vous voulez, bon, à un moment, on met pas en rivalité l'autre. Voilà, c'est important. On peut garder des relations amicales avec ses ex, mais veillez à ne pas les mettre en rivalité avec son compagnon ou sa compagne actuelle. Votre jalousie n'arrange rien, mais je pense que lui a un comportement aussi qui n'arrange pas vraiment les choses. D'accord. Et vous semblez quand même assez triste, hein, quand on entend votre voix. Non, c'est de parler de... Ben oui, mais ça vous... Parce que j'ai pas vraiment l'occasion d'en parler. Je suis ici, j'ai pas vraiment d'amis. Et appeler en France, c'est très très cher. Ouais. Donc j'en ai parlé à ma mère Mais elle a bien fait de vous dire... Je comprends qu'elle s'inquiète pour vous. Vous voyez, elle s'inquiète pour vous et à juste titre. Parce que je trouve que la situation dans laquelle vous êtes me semble pas être la meilleure pour vous. Donc en fait, le mieux pour moi, ce serait de voir quelqu'un avec qui en parler. Et... Ça, c'est certain. Mais une thérapie, ça se fait dans sa langue maternelle. Hein, oui. parce que c'est la langue des émotions. En thérapie, on parle beaucoup d'émotions. Donc, bon, si vous pouviez rencontrer quelqu'un en Pologne, ça doit se trouver, mais enfin, vous pouvez aussi dire à ce garçon que si la relation est si compliquée, vous venez faire un petit break en France, hein. Parlez d'un break. Vous pouvez dire que vous avez besoin de... Ouais. Enfin, c'est pas... D'ailleurs, c'est pas tant à lui dire lui, c'est vous qui avez du mal à vous détacher. Mais oui, mais vous pourriez venir, je vous dis pas de revenir, tout arrêter, mais vous pouvez lui dire que vous avez besoin de venir en France, voilà, pour des examens. Enfin, vous avez besoin un peu de vous occuper de vous. Et puis même de lui dire oui, c'est vrai, je reconnais que j'ai une forme de jalousie. J'ai une jalousie qui me perturbe et qui est perturbante. Bah, je vais essayer de travailler la question et puis on verra après si c'est possible. Nous deux. Mais déjà de vous occuper de vous. Alors, il y a Laura qui dit vous pouvez aussi envisager de faire un travail en Pologne avec un psychothérapeute bilingue. Ça existe, bien sûr. J'ai fait une partie de ma psychothérapie à l'étranger en Argentine. D'accord. Oui, je peux toujours essayer. J'ai essayé de chercher un peu, mais bon, j'ai pas trouvé en français, en anglais, mais pas français. Non, il faut en anglais, c'est pas votre langue maternelle. Une thérapie, ça se fait dans sa langue maternelle. D'accord ? D'accord. Okay. Voilà, mais ne restez pas comme ça aussi isolé, ça ne va pas du tout. Ok.
pouvez pas aller bien dans cette situation, en étant aussi dépendante en plus de quelqu'un en qui, il faut apprendre à vous faire confiance. D'accord ? D'accord. Bon courage, Julie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir, Tiffaine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Moi ce soir je vous appelle parce que j'aurais besoin de votre regard sur ma situation que j'arrive pas à faire évoluer depuis de nombreuses années. Donc pour exposer la chose, j'ai 40 ans et j'ai jamais eu d'histoire d'amour ni d'histoire ni de relation sexuelle, voilà. Et c'est quelque chose que j'essaie de faire évoluer depuis 20 ans. Oui. Et oui, depuis l'âge de 20 ans, vous commencez à vous préoccuper. Oui, là, j'arrivais pas, dès qu'un garçon, qu'un homme me plaisait déjà, je partais en fuyant. Tout rapprochement était même pas envisageable, quoi. Enfin, c'était pas supportable. Qu'est-ce qui fait que vous aviez si peur de cette intimité avec un homme ? Ben c'est ma question. C'est la question. Mais je vois dans votre mail que vous avez fait moult thérapies. Vous n'avez pas un peu avancé sur la question de savoir qu'est-ce qui pouvait être à l'origine d'un tel blocage ? Mais non, et c'est ça qui me fait aussi me poser des questions parce que. Ah oui. Parce que alors finalement, ça a rajouté un problème sur mon problème initial. Oui, quoi. Oui, je comprends. Oui, puisque vous avez quand même consulté une psychologue vers l'âge de 20 ans. Ouais. Et puis pendant 4 ans un psychiatre. Vous trouviez que vous tourniez un peu à vide dans ces séances, donc vous y avez mis fin. Et puis, c'était un homme là que vous aviez vu ? Oui, c'était un homme. Ouais. C'était un choix volontaire de... Non. Enfin, j'ai trouvé que c'était un nom qu'on m'avait donné, donc j'y suis allée, voilà. J'avais pas décidé que ce soit un homme. D'accord. Après, je suis allée après quelque temps, une année, consulter une psychanalyste. C'était une femme. Oui. Voilà, c'est difficile, mais voilà, j'avais encore l'impression que j'étais en train de finalement presque grossir mon problème, grossir. Ça devenait presque le motif de toutes mes pensées, quoi. Presque en allant consulter, j'avais l'impression que je donnais vraiment la priorité sur ce problème-là. Enfin, une espèce de priorité, ça occupait tout. Oui, alors c'est étonnant qu'à travers toutes ces thérapies, différentes thérapies, vous n'ayez pas l'amorce d'une réponse de tel blocage, que ce soit par rapport à l'éducation que vous avez reçue, par rapport peut-être à un traumatisme que vous auriez pu vivre, de quoi relève cette peur de la sexualité. Vous voyez, comment dans votre famille, comment vous avez grandi, comment on parlait des relations amoureuses entre hommes et femmes, comment votre père et votre mère s'entendaient-ils, est-ce qu'ils étaient plutôt proches, enfin, c'est des questions que vous avez dû aborder quand même. Oui, j'ai abordé ça. J'ai pas pu mettre j'ai pas pu trouver, entre guillemets, alors c'est peut-être, j'ai pas pu trouver de points vraiment flagrants, quoi, sur... Non, mais c'est pas forcément si vous voulez, c'est pas tout d'un coup la révélation, quelque chose de flagrant. Ce sont des petites choses qui apparemment peuvent être tout à fait banales et qui en fait vont avoir une répercussion importante sur notre développement affectif. Donc je suis un peu surprise, je suis même très surprise, je vous cache pas, qu'ayant commencé une thérapie à l'âge de 20 ans, vous en avez aujourd'hui 40, vous y avez fait plusieurs thérapies, que vous n'ayez pas plus l'amorce de réponse, voyez, parce que on peut après, si vous voulez, parfois c'est pas le fait d'avoir une réponse qui fait qu'on surmonte le blocage.
hein. C'est encore autre chose, ça. C'est dans un second temps. Parce que, il faut le métaboliser, Mais au moins, on a quand même des pistes. Or là, vous semblez n'avoir aucune piste. Ben oui, mais c'est ça, voilà. Et oui. vous m'appelez moi, et le problème, c'est que, vous voyez, je peux pas, moi, en quelques minutes comme ça à l'antenne, débloquer une situation... Parce que quand je vous donne, par exemple, est-ce que vous arrivez à parler de vous, de votre intimité ? Parce que, au fond, quand je lance des pistes sur l'éducation que vous avez reçue, vos parents, d'un traumatisme éventuel, la relation qu'ils avaient entre eux, rien, je sais rien de vous. Si, peut-être parce que j'en ai beaucoup parlé, enfin, j'ai l'impression de répéter les choses et... Donc il y a une espèce de c'est ça le point un peu qui me fait un peu qui me fait peur en plus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de lassitude à vouloir chercher finalement à nouveau remettre un petit peu la. Non, mais il s'agit pas forcément de chercher à tout prix, il s'agit de parler de vous. Déjà, une thérapie, c'est quelque chose de très intime, et donc ça suppose un grand engagement, un grand investissement, et où on va parler de soi. Et parler de soi dans des choses qui, au départ, n'ont pas forcément... Il faut accepter d'aller se laisser amener, parfois, dans des endroits où on ne pensait pas aller. C'est-à-dire que sortir, par exemple, de cette relation, de cette peur des hommes et autres, et parler de vous, de votre histoire, de votre enfance. Voilà. Et c'est de là qu'il y a des choses qui peuvent émerger et nous surprendre. Et c'est là où il y a un travail thérapeutique. Oui, mais... C'est un travail presque comme les archéologues, quoi. On fouille des strates, voilà. Alors il me semble, pourtant, c'est peut-être justement ce travail-là qui est finalement drôlement laborieux, j'ai l'impression de l'avoir mené. Enfin, peut-être que je l'ai pas bien mené. Non, c'est pas. Je sais pas. C'est une rencontre aussi avec un thérapeute, mais je vois que même avec moi, là, je vous pose certaines questions sur votre histoire familiale. Vous embrayez pas, hein. Ça a l'air d'être compliqué de parler aussi de vous. Voyez, vous posez le problème de fond. Voilà, je n'ai pas de vie amoureuse, de vie sexuelle, mais parler de vous, ça a l'air plus compliqué. Et donc d'une intimité, de ce que vous ressentez, de ce que vous éprouvez. Parce qu'il y a forcément des raisons à cette peur comme ça de l'intimité avec un homme, d'une intimité amoureuse avec un homme. Mais si vous voulez, qui sont liées aussi à votre histoire, à ce que vous avez vécu. Vous voyez, et pas forcément dans quelque chose de flagrant, ou même d'ailleurs d'un traumatisme, hein, parce qu'on peut penser qu'il y a un traumatisme. Mais pas forcément, ça peut être des petites choses dans la façon dont vos parents, peut-être à travers le couple que formé, l'image donc que vous êtes construite aussi sur ce couple-là, l'image que vous en aviez, à travers peut-être la façon dont on vous a éduqué, où la relation amoureuse ou sexuelle était un peu tabou. Oui. Oui, c'était complètement mis sous silence. Enfin, je me souviens que même pour aborder, ne serait-ce que la notion de corps humain, un jour j'avais posé la question à ma mère et elle m'avait dit d'aller chercher dans l'armoire d'une chambre, d'une des chambres. Et elle avait acheté un livre, genre à France Loisirs, sur la sexualité pour les enfants, c'était expliqué aux enfants. Et le livre, je devais le retrouver sous une pile de draps. Et elle m'avait dit, voilà, tu vas dans la chambre, tu vas voir dans l'armoire, et sous la pile de draps, il y aura le livre. Et je suis allée toute seule, et j'ai ouvert un livre comme ça, avec des dessins de corps humains, un homme, une femme, et voilà, j'étais face à mon livre toute seule, et j'ai pas eu de réponse, quoi. Vous avez essayé de poser des questions Mais la façon dont elle m'avait dit, dont je pouvais trouver ma réponse, je suis pas allée. Vous sentiez que vous pouviez pas poser de questions. Alors en même temps, de la part de votre mère, après tout, quand en tant que parent, on a du mal
voire on est gêné de parler de sexualité. Et encore une fois, ça se fait avec des enfants petits. Quand les enfants commencent à poser des questions aux alentours de 3 ans, qui voient des femmes enceintes, comment le bébé est venu dans le ventre. C'est pas avec les ados qu'on parle de sexualité. Les adolescents, eux, ils ont besoin de leur jardin secret. C'est encore avec des enfants, quand ils commencent à poser les premières questions, et qui ne sont pas traversés eux-mêmes par des désirs. Donc, ils en parlent avec d'autant plus de facilité, les enfants. Donc, si vous voulez, pourquoi pas avoir recours au livre ? C'est-à-dire que la démarche initiale de votre mère était bonne. Plutôt que de transmettre son malaise, sa gêne à son enfant, le livre peut être un excellent support. Maintenant, et vous décrivez, c'est ce qui est important dans le souvenir que vous en gardez, à quel point pour accéder à ce savoir sur la sexualité, il fallait chercher, c'était sous une pile de draps, c'était vraiment dans l'armoire. Enfin, vraiment, ça devait être le lieu de l'intime est absolument caché, tabou. À tel point que finalement, c'est mieux aussi quand l'adulte peut, à partir du support qu'est le livre, pouvoir en parler avec l'enfant, répondre aux questions éventuelles. Mais si après, on consulte, alors je sais pas, en plus vous parlez de corps, mais c'était des dessins ou c'était des dessins, c'était pour les enfants. Des dessins. D'accord. Ça a dû soulever une multitude de questions pour vous, sans réponse. Oui, et puis surtout, je pense que ce que j'ai retenu, ce qui m'a impressionné le plus, c'est ce que vous décrivez, c'était tout ce trajet presque initiatique que je devais faire jusqu'à la chambre pour seule. Oui, et la chambre en plus, la chambre, le lieu du délit, j'ai envie de dire. Et puis alors, c'était vraiment, tu vois, on transmet, votre mère vous dit, tu vois, c'est caché, c'est presque, on n'y a pas accès comme ça. Alors, ce en quoi, c'est vrai que la sexualité, notamment les parents, il n'est pas question de donner un mode d'emploi à leurs enfants ou de parler de leur propre sexualité, mais de répondre à des questions. Et encore une fois, quand ils ne le peuvent pas, le support du livre est très intéressant. Mais là, ce que vous décrivez plus que le livre en lui-même, les informations qu'il y avait dans le livre, c'est à quel point, vous parlez, ça a été quelque chose d'initiatique, mais où ça a été intériorisé comme quelque chose d'interdit. Oui. Et voilà. Et je crois que, je suis assez étonnée parce que finalement, comme, en effet, il n'y a pas eu de choses flagrantes, mais j'ai abordé pas mal de petites histoires de ce type-là, qui ont égrené en fait toute mon existence dans ma famille, quoi. La chose qui c'est la façon dont j'étais impressionnée par la parole de ma mère quand elle me disait des choses. Pour moi, j'avais l'impression que c'était la vérité entière se trouvait dans ces mots. C'était assez. Alors, vous n'êtes pas la seule. Pour les enfants, les paroles des parents ont valeur d'oracle. Et c'est très important ce que vous dites, parce que c'est pourquoi elles s'impriment, elles s'enracinent aussi profondément en nous, et elles nous constituent. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'après le journal de minuit, si vous le voulez bien, on pourra parler un peu des paroles comme ça de votre mère, qui vous ont peut-être marqué beaucoup plus que vous ne le pensez. À tout de suite. De votre libre antenne, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h et je vous invite à continuer à appeler le 39 21 pour me parler de vous. Je vous rappelle que la semaine prochaine, donc le dimanche 17, je serai en compagnie du professeur Pili Solo en direct pour parler des phobies. Donc si vous souffrez d'une phobie, si vous êtes agoraphobe, si vous souffrez de phobie sociale, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui souffre de phobie et que vous ne savez pas trop comment lui dire de se faire soigner, vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer vos mails sur le site europe1.fr. Et puis, alors beaucoup de mails qui sont arrivés là
d'un coup. Alors déjà pour la première auditrice, Julie, qui vivait en Pologne, elle avait été rejointe d'un jeune homme, elle nous parlait de sa jalousie excessive. Marie dit, je vis aussi à l'étranger. Et j'ai des séances sur Skype avec ma psychologue qui, elle, est en France. Ça fonctionne bien et ça permet d'être suivi à distance. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis Danielle de Chili-Mazarin, qui est une fidèle auditrice, qui dit « J'ai une amie polonaise qui dirige l'Alliance française. Elle parle couramment français. Elle pourrait peut-être l'aider à trouver un thérapeute parlant français. Si cela l'intéresse, je vous autorise à lui communiquer mon téléphone. Ce sera fait. » Il y a également Chaudron de la Barre qui dit « Au risque de paraître un peu rude, je me demande ce que vous attendez de votre charmant qui semble prendre plaisir à vous humilier, mais ce n'est pas cela l'amour. Ne vous imposez pas cette forme de maltraitance qui ne vous valorise d'aucune manière. Vous avez besoin de faire le point et de ne pas rester englué dans cette relation avilissante qui finira par vous écorner durablement si vous n'en sortez pas rapidement. Vite, prenez un billet de retour afin de vous ressourcer auprès des vôtres. Très bon courage à vous. C'est le point de vue aussi de Laurence de Picardie qui dit « Vous ne semblez pas heureuse. Pourquoi ne pas retourner en France quelque temps ? Et vous y faire aider, prendre du recul. Vous êtes d'une certaine manière prise au piège dans un pays où vous ne connaissez personne. Et puis voilà un petit peu ce que j'ai pour Julie. J'aurai d'autres réactions à propos des chats, puisque nous avons donc une auditrice qui nous a fait part de Isabelle, qui nous a dit à quel point elle était heureuse d'avoir retrouvé son chat plus de 7 mois après. Mais pour le moment, nous allons retrouver Tiffaine. Alors Tiffaine, donc vous avez 40 ans et vous n'avez jamais eu d'intimité amoureuse avec un homme parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, qui vous bloque. Vous nous parliez quand vous étiez enfant, je ne sais pas quel âge aviez-vous, vous avez un souvenir un peu de cet âge où votre mère vous a dit qu'il y avait un livre qui était caché comme ça dans l'armoire? Un peu plus de 10-11 ans. D'accord. Donc peut-être que elle voulait aborder avant la puberté. Peut-être, ouais. C'était une façon de parler peut-être des règles. Comment elle vous a parlé des règles d'ailleurs, de tout ce qui est autour de la féminité? Quand ça m'est arrivé, en fait. Expliqué, voilà. C'est-à-dire qu'un jour vous avez perdu du sang et votre mère vous a dit ce qu'il en était. Mais elle avait rien dit avant. Elle était très bloquée elle-même sur ces questions-là. Je pense, oui. Parce que ça a dû être angoissant pour vous, cette image de perdre du sang, quand on n'est pas au courant. Ou est-ce que vous en aviez parlé avec vos petites copines? Non. Non, j'ai pas le souvenir que c'était angoissant. J'ai le souvenir que finalement il y avait eu une espèce... Enfin, là encore, les mots étaient jamais dits. C'était mais... J'ai le souvenir plutôt d'une espèce presque d'une complicité qui s'était, sans les mots, mais une espèce de regard de fierté qu'elle m'avait porté. Enfin, ça, c'est important. D'accord. Donc, vous avez senti quelque chose de très positif dans tout ça. Oui, et puis, dans le regard de mon père aussi, il y avait une espèce de... Enfin, quelque part, bien sûr, moi, j'avais rien dit, mais je savais qu'il savait. Oui, vous étiez autorisée à grandir, même s'il n'y avait pas les mots pour le dire. Ouais. D'après le très joli livre d'ailleurs de Marie Cardinal, qui a écrit beaucoup à ce sujet, les mots pour le dire. Et vous disiez que vous étiez votre mère, les paroles de votre mère étaient vraiment avaient une très grande importance. Ouais, ça avait beaucoup de résonance et il y a eu un autre. Enfin, il y a eu une autre fois aussi, vers 10 ans, là encore, j'étais en CM1. Voilà, j'avais ressenti beaucoup de... j'étais tombée amoureuse comme une petite fille peut l'être à 10 ans, quoi. Oui. Donc, d'un garçon qui, lui aussi, enfin, voilà, à sa mesure aussi, m'avait fait signe, quoi. Et dans l'élan, je me souviens avoir posé la question à ma mère, comment on embrasse ou des choses de ce type-là, est-ce que je peux embrasser sur la bouche ou des choses de ce type-là. Et je me souviens que ma mère avait été catégorique et ça m'avait vraiment, elle m'avait dit de toute manière, ces questions-là se posent pas pour une petite fille de 11 ans, tu pourras aborder ça seulement quand tu seras mariée. Ah ouais.
Ouais, Et donc, moi, ça avait coupé court à un élan qui était vraiment, qui était partagé. Qui était spontané, qui était joli, enfin, qui était, c'est ça. Et une question, on ne peut plus banale, comment on embrasse, hein. Et là, effectivement, c'est la douche écossaise. Ça ne se fait pas, c'est pas bien d'avoir ces idées-là. En gros, hein, quand on est une petite fille, alors que c'est justement quand on est enfant qu'on pose toutes ces questions. Et comment le bébé dans le ventre, quand on dit la graine du papa, oui, mais la graine, comment on la met, enfin, bon, c'est toute la curiosité autour de la sexualité qui on ne peut plus normale des enfants, et ils sont d'autant plus à l'aise qu'ils n'ont rien vécu, ils ne sont pas traversés par ces pulsions-là. Oui. Donc, ils en parlent, eux, avec une facilité déconcertante. En revanche, une curiosité qui est tout à fait saine. En revanche, l'attitude des adultes et en premier lieu des parents peut être vécue comme l'interdiction suprême. Hein, c'est-à-dire, en gros, c'était pas bien d'avoir ces idées-là. Et ça a une résonance assez incroyable, quoi, enfin, chez l'enfant, enfin... Ah, mais complètement. Les paroles des parents s'impriment en nous, hein. Mais d'une manière assez puissante, quoi. C'est très puissant. Enfin, j'ai l'impression que je me vois très bien, on était dans la cuisine, et j'ai l'impression que j'arrive pas à décoller cette parole-là. J'arrive pas à la, comment dire, j'adhère encore complètement. Enfin, j'ai l'impression d'être. Et oui, vous y adhérez. Ben, vous donnez raison à votre mère, hein. Finalement, vous n'avez jamais embrassé un homme. Non. Et non. Puisqu'en plus, elle vous disait que pour cela, il fallait être marié. Alors justement, comment on arrive, parce que, bon, encore, elle vous inculquait la notion de virginité, on ne fait pas l'amour avant le mariage, mais embrasser, vous vous rendez compte ? Embrasser un garçon, ça peut se faire que quand on est marié. Et vos parents, vous s'embrassez, étaient tendres l'un envers l'autre ? Non, jamais. Enfin, dans leur intimité, oui, peut-être. Oui, mais vous ne la connaissiez pas. Non, mais je ne veux pas dire, et c'est les parents dans l'intimité sexuelle, les enfants n'ont pas à être témoins de ça. Oui. Mais pour autant, il y a des parents, enfin, on peut être parents et échanger des gestes tendres, se prendre la main, même un petit bisou. Enfin, vous voyez, c'est pas choquant devant un enfant. Au contraire, ça lui montre que ses parents sont un homme et une femme et qui sont amoureux. Eh ben, il n'y avait pas du tout ces gestes-là devant les enfants, jamais. Enfin, non. Il y avait non. Donc, il n'y avait pas cette image-là de tendre, enfin, de mots, de gestes tendres, quoi. Alors, il y a Zach qui dit, qui rebondit, qui fait une interprétation que je trouve très très juste, hein, par rapport à ce livre qui était caché dans l'armoire sous une pile de draps. Il dit aujourd'hui, c'est votre sexualité qui est dans l'armoire et bien verrouillée par la figure féminine en vous, la figure maternelle, l'interdit. Oui, c'est bien verrouillé, en effet. Y a quelqu'un qui dit qu'il avait fait une psychothérapie et puis il trouvait qu'il n'avançait pas, qu'il était un peu complètement bloqué. Attendez, il faut que je retrouve son mail. Et finalement, la psy avec laquelle il travaillait l'a conduite vers une psychothérapie de groupe, et c'est dans ce groupe qu'il lui est arrivé de ressentir des choses essentielles. C'est vrai que parfois, une thérapie de groupe peut être pas mal parce que il y a presque une phobie qui s'installe, hein. Une phobie de l'autre, une phobie vous voyez. Donc ça peut être pas mal de travailler en groupe autour de ça, y compris après avec les peurs que l'on peut avoir autour de la sexualité, et notamment quand on est une femme, la peur d'être pénétrée, hein, ce que ça peut représenter, l'idée d'être pénétrée. Mais si vous voulez, il y a... Peut-être que d'ailleurs, vous pourriez aller voir un sexologue, mais thérapeute de formation, c'est-à-dire que c'est pas de choses techniques dont vous avez besoin, même si on peut répondre aussi à certaines de vos questions, mais un sexologue qui aurait une approche aussi qui prendrait en compte un tout, parce que la sexualité, c'est avant tout ce qui se joue dans la relation. Hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour dispenser un savoir et des techniques, mais pour prendre en compte cette approche relationnelle. Peut-être qu'un sexothérapeute, mais quelqu'un de vraiment de compétent, pourrait vous aider. Ouais, les sexologues ont une formation psy aussi. Ouais, pas tous, hein. C'est comme dans les thérapeutes, vous en trouvez des plus ou moins compétents. Oui, après, on leur parle de psycho, mais il y en a qui après restent plus sur un côté sexualité, mode d'emploi. Oui. Enfin, il faut tomber sur quelqu'un qui peut vous être, ou conseillé ou par votre médecin ou.
Vous voyez, ça pourrait... Oui, de toute manière, enfin, il faut que... Mon appel aussi portait sur ça, c'est de quelle façon ne pas lâcher, entre guillemets, ma... Parce que si avec c'est pas parce que j'ai travaillé avec un psychologue ou un psychiatre que je... Ouais. Vous n'arrivez pas, comme dit First Lisa, elle dit il est temps de désobéir à vos parents et à votre mère. Vous restez cette petite fille loyale envers sa mère qui lui avait dit que c'était des mauvaises pensées. On ne songe pas à embrasser un garçon quand on a 11 ans. Donc vous restez cette petite fille à qui finalement on transmet que la sexualité c'est pas bien. Oui, je cautionne la chose. Oui. Donc, si vous voulez aussi, c'est sûr qu'il est plus difficile à 40 ans qu'à 20 ans d'être toujours vierge. Il y a un sentiment de honte, oui. C'est ça qui s'installe. Qui est aussi pesant, qui est vraiment pesant socialement. Enfin, au bout d'un moment, et ça joue aussi dans les relations. Enfin, ça se diffuse dans toutes les autres relations, quoi. C'est-à-dire, vous sentez un peu... vous avez un sentiment de honte par rapport aux autres, le sentiment d'être jugé. La peur d'être démasqué, entre guillemets, à un moment donné. D'être démasqué, mais attendez, vous n'avez rien fait de grave. On démasque des coupables. Vous voyez à quel point il y a un sentiment de culpabilité ? Ah oui, mais je baigne dans ce sentiment. Vous baignez là-dedans. Mais c'est intéressant parce que ça peut s'étendre à une forme de... Après, la peur du jugement d'autrui qui peut être liée à une forme de phobie sociale, hein. C'est-à-dire qu'après, on peut, voyez, c'est-à-dire que vous vous sentez tellement, il y a un sentiment d'humiliation tellement fort que vous avez dû ressentir quand vous étiez enfant, qui après s'étend, c'est-à-dire que la peur du jugement de l'autre, hein, qui est très fréquente dans les phobies sociales. Mais je me suis construite autour de ça aussi. Hein. Ça fait depuis 20 ans que j'essaie de... Je me sens complètement impuissante, en fait, à vouloir... C'est pour ça que peut-être des groupes de parole et des groupes de personnes qui souffrent de phobie, ça pourrait être une bonne chose. Toute phobie confondue, quoi. Il peut y avoir pour des personnes souffrant d'un peu de phobie sociale, choses comme ça. On va en parler la semaine prochaine avec le professeur Pellissolo. Donc vous pourrez être à l'écoute, mais ça peut être pas mal les thérapies de groupe. Et aussi ce qui est des thérapies un peu corporelles, apprendre, vous voyez, pour vous réapproprier votre corps, l'image de votre corps, de la relaxation, de la sophrologie. Pour avoir une vision, vous faire masser aussi peut-être. Est-ce que vous vous faites masser ? Non. Mais des massages, vous voyez, avec une esthéticienne qui peut faire des massages détente, en douceur, pour retrouver, pour trouver un peu de plaisir, de sensualité en vous-même. Hein ? Sachant qu'en plus, et je dirais pour conclure, bien sûr que c'est plus lourd à porter, c'est plus difficile. À 40 ans, quand on est toujours vierge, on se dit c'est un obstacle, on a l'impression insurmontable. Or, ce n'est pas le cas, mais si vous voulez, là aussi, on y va par étapes. C'est-à-dire que vous pouvez... alors, ça suppose de trouver un partenaire compréhensif et bienveillant et aimant, mais auquel cas, sinon, tant pis, hein, il faut le laisser partir, mais qui puisse vous donner un peu le temps, c'est-à-dire comme un temps de l'adolescence, où vous auriez une période de flirt, de caresse, voyez, y aller progressivement. C'est pas parce que vous rencontriez quelqu'un une fois que vous auriez surmonté déjà une partie de certains de vos blocages, d'être obligé de faire le grand saut, quoi. Hein, dans le grand plongeon, pas dans le grand bain, pas du tout. Vous pouvez et même c'est souvent comme ça après que ça se passe quand on est vierge passé un certain âge, c'est y aller progressivement. Hein, c'est-à-dire par des fleurs, par ce que vous n'avez pas connu et que vous pouvez faire. Alors plus en accélérer après, mais finalement qui sont des étapes. Il y a Mathéo qui dit, vous en parlez à votre mère aujourd'hui ? Ah non. Oui, bien sûr. Oui. Elle s'inquiète pas de vous voir seule ? Elle a le tact de pas m'en parler. Eh oui, comme quand vous étiez enfant. Ouais. C'est ça. Zach qui dit, l'armoire et les draps, c'était la manifestation intrinsèque de l'impossibilité de parler avec votre mère, de ce livre si inaccessible, et donc la sexualité qui vous paraît inaccessible. Alors, il y a quelqu'un qui dit, existe-t-il une intervention chirurgicale pour enlever la virginité ? Mais quel intérêt, quoi ? On va pas vous enlever, enfin, vous n'allez pas le faire par bistouri. C'est pas le propos, c'est pas le propos. Il y a parfois dans des cas d'hymen trop épais, enfin il y a quelque chose, oui, il peut y avoir une intervention, mais on fait plutôt des réfections d'hymen d'ailleurs que d'enlever l'hymen. Enfin, le propos est pas là, quoi. C'est pas non, c'est pas là. C'est pas du tout là-dessus.
Zach qui dit vivez votre adolescence à retardement, c'est votre plus grand droit aujourd'hui. Vous donnez ce droit-là, retrouvez un peu de sensualité au niveau de votre corps à partir des massages. Voyez, avec une esthéticienne dans un climat sécurisant où vous faites un massage, ça peut être au départ du dos. Voyez, si c'est vous n'êtes pas obligé de faire tout le corps, même une partie du dos. Retrouvez un peu de plaisir avec votre corps aussi, pour aussi corporellement venir à bout des résistances un peu. Ouais, il y en a pas mal à faire tomber. Hein. Oui, mais c'est pas impossible. Hein. Vous voyez, c'est pas parce que jusque-là vous n'y êtes pas parvenu que c'est pas impossible. Il y a quelqu'un qui dit je suis dans la même situation sans réponse ni solution. C'est une femme qui dit l'important aussi c'est de savoir la vision qu'en a des hommes de son père. A-t-elle peur de toute forme d'intrusion physique en elle? Dit comme ça. Enfin, de tout rapprochement, ne serait-ce que tout rapprochement. Et vous avez très peu parlé de votre père? Auquel je m'identifiais un peu. Pourquoi? Sur quel plan? Disons que... sur quel plan? J'étais justement... Enfin, je parle plus de l'adolescence, là. J'étais plutôt en conflit avec ma mère. Assez fort, enfin, assez violent. Ouais. Et que mon père était plutôt là pour, enfin, entre guillemets, il était plutôt, je voulais pas ressembler à ma mère, c'était fort, et je voulais plutôt ressembler à mon père. Je voulais plutôt, enfin, il semblait plus me comprendre, en fait, Il valorisait la féminité en vous, la petite fille, la jeune fille que vous étiez? Vous faisiez des compliments C'était plus la personne, j'ai l'impression qu'il le valorisait. C'était plus, c'est là où c'était un peu... J'ai l'impression que lui-même se reconnaissait un peu dans ma façon un peu d'être... c'est là, désobéissante vis-à-vis de ma mère. Enfin, mais en même temps, c'est très ambivalent parce que je lui désobéissais sur des détails très matériels. Oui. Et en même temps, j'étais complètement soumise à sa parole, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que, vous voyez, dans l'intrusion, dans l'intimité, cette peur si grande de l'intimité, il y a bien sûr la question de la sexualité, mais il y a aussi cette intrusion de votre mère, j'ai l'impression, psychiquement. Alors, vous arriviez à lui désobéir, hein? Heureusement, déjà, vous vous révoltiez quand même. Mais il y avait quand même de l'intrusion. Et donc, peut-être une trop grande intimité, une trop grande emprise. Et c'est quelque chose aussi qui vous fait peur. De la part de... Oui. Ouais, c'est possible. Il y a quelque chose d'un peu trop intrusif. Elle parlait très fort, elle criait souvent. Ouais. Mais ce qui est positif, c'est que vous avez une image plutôt positive des hommes à travers votre père. Donc ça va vous aider. Véronique dit la mienne de mère continue ses intrusions et pourtant j'ai 50 ans. À vous de ne plus la laisser faire, ma chère Véronique. Vous n'êtes plus une petite fille aujourd'hui, il faut vous en défaire. Véronique dit je pratique le massage et c'est une excellente chose pour découvrir de simples sensations et découvrir son corps. Et puis Poupik dit en tout cas moi je suis sous le charme de Tiffaine qui a vraiment une très très belle voix. C'est vrai? Donc ne perdez pas espoir parce qu'il y a toujours une possibilité de venir à bout de ces résistances. Peut-être, je vous dis, voyez un peu sur le plan corporel avec des techniques telles que la sophrologie, la relaxation. Et puis peut-être du côté des thérapies de groupe qui sont faites parfois avec des personnes souffrant de phobie. Ça peut être pas mal pour vous de vous confronter un peu aux autres via un groupe, voyez, donc d'une façon plus sécurisée. D'accord. Alors quelqu'un qui dit oui par rapport à l'image de l'intervention qui aurait pu paraître choquante, cette personne dit c'est par rapport à l'image que vous croyez donner aux autres et qui n'est notée évidemment nulle part sur votre front. Hein. C'est-à-dire, mais vous le vivez comme une humiliation. C'est ça, vous craignez le jugement d'autrui alors qu'évidemment personne ne peut le savoir. Et puis quand bien même de toute façon, c'est plus difficile à vivre pour vous à surmonter. C'est pas non plus honteux. Vous voyez, c'est pas quelque chose de honteux. C'est vous qui avez ce sentiment-là et qui vient de loin.
Moi, j'ai ce sentiment-là, oui, c'est sûr. Oui, bien sûr. Il y a Jeanne, et ce sera le mail de conclusion, qui dit « Je suis dans le même cas que vous, même éducation, même manque de franchise sur le sujet du sexe, même découverte du sexe seul et par petits morceaux au gré des expériences, c'est déjà pas mal, même culpabilité, même sentiment de désobéissance, et en plus des attouchements vers l'âge de 7 ans, auquel on m'a répondu « Eh bien, tu n'iras plus », ce qui voulait plus ou moins dire que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. C'est terrible, ouais. Comme si elle était responsable. On ne m'a pas expliqué que le monsieur était coupable et moi non. Résultat, vaginisme. Je ne me suis jamais aimée. Par la force des choses, je me fais masser et prends soin de moi maintenant à la retraite. Pensez à voir aussi un sexologue, un thérapeute sexologue. Oui, j'ai noté ça je pense, voilà. Bon courage. Je vous remercie Mais ne beaucoup. vous résignez pas, hein. Merci. Au revoir, Tiffany. Au revoir, Caroline. Toujours à côté, j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve beaucoup de choses et suite au témoignage de Tiffany, voilà, qui se sentait en décalage par rapport aux autres, ça montre qu'il faut jamais désespérer. Allez, des mails qui arrivent à propos du chat, la petite chatte d'Isabelle Dragé qu'elle a retrouvée. Franck dit à Rennes, une famille a retrouvé son chat au bout de plusieurs mois après l'avoir vu traverser le stade de foot du Stade Rennais en direct lors de la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Je savais pas ça. C'est ce que me dit Laurence de Picardie, que son histoire lui faisait penser à une dame qui a retrouvé son chat en regardant un match de foot il y a quelques semaines. C'est incroyable cette histoire. J'imagine la tête de la famille et le chat. Surtout, il s'est dit bon, maintenant j'ai plus que les médias et un match de foot c'est largement diffusé. Là, c'est perdu de vue version féline et ça a marché. Il y a Nadine qui dit cette histoire de dragée m'a émue car il y a 4 ans j'ai eu une adorable labelle que j'avais recueillie. Elle a disparu pendant 6 mois. Je n'y croyais plus et un jour je l'ai vue sur notre mur, très amaigrie, avec son pelage si beau blanc qui était tout jauni. A-t-elle été enfermée? Je ne le saurais jamais. Hélas, elle a rejoint le paradis des chats. Je comprends la détresse et l'angoisse de votre interlocutrice car j'ai vécu à nouveau la disparition de ma petite Crocus qui, hélas, n'est jamais revenue malgré les 15 jours que j'ai passés à l'appeler en arpentant ma rue. Que les chats sont curieux s'ils pouvaient parler, mais que de boules d'amour. Et puis, il y a le trublion. On ne pouvait pas ne pas entendre le trublion sur un témoignage tel que celui-ci qui dit « Moi, je suis sûre que c'est l'ange gardien Moumoun qui a montré à Dragé le chemin du retour. Faites-lui de très gros câlins. » Et puis, encore un message pour Julie, la première auditrice qui vivait en Pologne, qui dit « Il va falloir être très courageuse, Julie, mais apprendre à s'aimer passera par accepter un temps de solitude qui fait évidemment très peur au début, c'est aussi pour ça qu'on s'accroche. Mais quand on surmonte cette peur, on découvre un tas de choses, plein de portes s'ouvrent et notre cœur retrouve la joie. Nous pensons à vous et vous souhaitons le meilleur. Et vous savez, il y a plein de super garçons en France qui vous attendent. Et on accueille maintenant Émeric. Bonsoir Émeric. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes tombé amoureux d'une collègue de travail ? Oui, amoureux, c'est-à-dire, oui. Ah je sais pas, moi c'est ce que vous avez dit au standard, amoureux, mais vous pouvez me dire autre chose, hein. Il n'y a pas de relation, mais je suis. On peut être amoureux et tomber amoureux et parfois c'est pas partagé et parfois il se passe encore rien. Oui, mais je sais pas comment l'aborder, voilà. Je la vois tous les jours, oui. Je la vois tous les jours au travail. Oui. Même elle, je pense qu'elle a on se fait la bise tous les matins, mais c'est de plus en plus un bisou un peu... Voilà. C'est-à-dire, vous vous embrassez sur la bouche? Ah non, c'est un... On se fait la bise, quoi. C'est... voilà. Oui. Bon. Mais je sais pas comment l'aborder, quoi. Oui, parce que faire la bise, on peut faire la bise à ses collègues de travail, hein, sans pour autant... Oui, voilà, c'est une collègue de travail. Non, mais vous me disiez qu'ils étaient de plus en plus... c'est-à-dire que c'est-à-dire... C'est quand elle est plus en plus tendre. On mange ensemble à midi, quoi. Et les toucher, tout ça, c'est un peu plus sentimental, quoi. Oui, vous êtes amoureux, vous ne savez pas comment l'aborder. Mais pourquoi ne pas lui dire que vous êtes troublé en sa présence? Enfin,
ça peut se dire. Mais elle est libre déjà, cette femme, ou pas? Non, elle est mariée. Ah oui, ça c'est embêtant. Hein. Voilà. Elle est mariée, elle a deux filles qui sont sublimes aussi. Ah ben ça, si vous tombez amoureux des filles, c'est un peu embêtant. Non, je suis tombé amoureux de la mère. D'accord, mais vous dites que les filles sont sublimes, elles ont quel âge? Je sais pas, il y en a une qui a 22 ans. Et l'autre, je sais pas exactement. Mais je sais qu'il y en a une qui a 22 ans. D'accord. Bon, alors vous savez que vous allez quand même, si vous vous déclarez, c'est le fait qu'elle soit mariée qui vous bloque? Oui, voilà, ouais. Oui, bah oui, ça se comprend en même temps. Hein. Bah oui, elle vous parle de son mari, Bah son mari, il est infirmier, il travaille à l'hôpital de Colombie. Non, je veux pas savoir où il travaille. Vous donnez pas, oui. de nom comme ça. Enfin, il s'agit pas qu'on puisse identifier cette personne. Hein. Non. Bah non. Mais est-ce qu'elle vous parle de lui, de leur relation? Oui, il travaille la nuit. La nuit, elle est toute seule. Comment vous dire? Voilà quoi. On se parle sur un réseau social ensemble, quelquefois. Alors, sur un réseau social dont vous parlez en dehors du travail? Ah oui, oui. Et vous dites quoi? Soir, on se parle, qu'est-ce que tu regardes à la télé, qu'est-ce que tu fais, voilà quoi. Oui, donc c'est pas d'une très grande intimité si vous parlez du programme télévision, mais en même temps, elle est en lien avec vous, donc elle accepte d'être en lien avec vous. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une certaine place? Voilà, pourquoi dialoguer avec vous, même si c'est de choses assez superficielles? Est-ce que ça serait plus facile pour vous de vous déclarer par écrit? Je sais pas. Vous savez pas? Non, parce que quand je sais que son mari n'est pas là, elle m'envoie un message sur leurs réseaux sociaux. Voilà. Oui, quand son mari n'est pas là, ça paraît. Quand son mari travaille le soir, parce qu'il travaille la nuit. Bah, c'est là où vous pourriez vous lancer, hein, semble-t-il, parce que c'est quand même. Mais bon, sur les réseaux, j'évite. Bah oui, mais dans la vie aussi, vous évitez donc. Mais peut-être que vous évitez parce qu'au fond, vous vous dites, voilà, elle est mariée et que c'est quand même aller au-devant d'une situation compliquée. Vous pourriez être l'amant, mais c'est tout. Et encore si elle partage le même désir que vous. Oui, parce qu'elle m'a fait comment dire, quand on mange à midi, quelquefois elle me fait du pied, quoi. Voilà. Elle vous fait du pied? Oui. Sous la table? Oui. À l'ancienne. Et qu'est-ce que vous faites, vous, alors? Moi, je retire mon pied. Ah bah oui, mais alors, vous savez pas ce que vous voulez. Si elle vous fait du pied, c'est même pas plus qu'une avance, et vous... Non, mais elle fait exprès ou pas? Parce que parfois, ça peut arriver non, est-ce qu'elle insiste? Quand on est en face à face, elle me regarde, et elle me fait du pied, et puis... Bah oui, mais si vous retirez votre pied, alors... Dès que je retire mon pied, elle me regarde... Vous n'allez pas pouvoir le prendre, hein, de cette façon-là. Oui, mais bon, j'ai pas envie de casser un couple, quoi. Ah ben voilà. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que tout est dit, c'est toute votre ambivalence, elle vous plaît, vous sentez qu'il pourrait y avoir une réciprocité, mais vous n'avez pas envie de casser un couple. Ben dans ces cas-là, quand elle n'est pas là, quand son mari n'est pas là, vous ne dialoguez même pas avec elle. Évitez de créer toute intimité. Ouais, mais elle me plaît. Ah ben oui, mais ça, elle vous plaît, d'accord, mais elle vous plaît, mais vous n'avez pas envie de casser un couple, donc dans les faits, c'est ce qui se passerait. Oui, hein. mais elle se plaît pas avec son mari. Oui, mais vous me donnez les informations au compte-gouttes. Oui, mais elle me l'a dit. Quand je vous disais, si elle parlait de son mari, vous me donniez sa profession, mais pas ce qui se passait entre eux. Oui, mais alors, ça veut dire qu'au fond, vous ne casseriez pas un couple, puisque le couple ne va déjà pas bien. Non, ça, non. Bon. Alors après, c'est à vous de voir. Mais sachant que, vous savez, un couple, vous avez été en couple vous-même, Émeric? Non. Non. Ben, un couple, il y a des hauts et des bas. J'ai eu une aventure, mais bon, ça a duré 5 mois, quoi.
Ça n'a pas duré longtemps. Ouais. Mais vous savez, donc dans un couple sur des années, je sais pas depuis combien de temps elle est mariée, il peut y avoir aussi des moments un peu de marée basse où ça se passe pas très bien et où, dans ces cas-là, oui, on cherche une aventure. Et parfois d'ailleurs, l'aventure peut ressouder le couple parce qu'on se rend compte, on va voir ailleurs si l'herbe est plus verte et puis que c'est pas si mal à la maison. Ou ça peut déboucher aussi sur une histoire d'amour, on n'en sait rien si on n'essaie pas. Maintenant, vous êtes quand même très partagé parce que vous dites elle vous plaît, mais le frein que vous mettez, c'est par rapport à cette image du couple. Donc, à vous de voir si vous seriez prêt à surmonter cela et à accepter d'être l'amant. Parce que c'est ça, vous seriez quand même face à un couple, même si c'est un couple qui va pas bien. Voilà, c'est ça que... La balle, elle est dans votre camp. C'est-à-dire que là, il n'y a que vous qui puissiez voir ce qui est... si finalement, il vaut mieux résister à cette tentation ou y céder. Ça, voilà. En tout cas, à un moment, il va falloir vous décider parce que c'est vrai que ce que vous faites, entretenir comme ça un lien, rester dans une ambiguïté, si vous êtes en train de tomber amoureux, ou enfin, peut-être que vous confondez aussi un peu votre désir et le sentiment amoureux. C'est pour ça que quand je vous ai dit que vous étiez amoureux, vous voyez, vous la désirez d'autant plus qu'il se passe rien. Donc, vous êtes un peu sur des charbons ardents. Ah, mais elle m'a plusieurs fois donné des rendez-vous et puis j'ai pas été, quoi. Oui, donc on voit bien que vous êtes très ambivalent, c'est-à-dire qu'elle vous fait du pied, vous retirez votre pied, elle vous donne un rendez-vous, vous n'y allez pas, donc il y a une partie de vous qui n'a pas vraiment envie d'y aller. En tout cas, qui a peur. Et c'est peut-être ce qu'il faut entendre. Mais après, il y a que vous qui pouviez voir. Et puis peut-être qu'elle-même, elle va se lasser à un moment d'être un peu rentre dedans s'il ne se passe rien. Et après tout, c'est ce qui vous aiderait peut-être. Là, ça fait une semaine que j'étais en arrêt de maladie, là. Je reprends le travail mardi. Oui. Bon, j'espère qu'elle n'écoute pas l'émission parce que elle m'a dit qu'elle écoutait l'émission. Ah là, vous grillez si elle écoute l'émission. Ouais, je sais pas. Mais peut-être que c'est volontaire aussi. Ce que vous n'arrivez pas à lui dire, vous lui dites là. Oui. Je reprends le boulot mardi. Et puis elle m'envoie des messages. Elle a mon numéro de téléphone de portable. Et puis elle m'envoie des messages. Oui, des messages pour vous souhaiter un bon rétablissement, pour vous dire qu'elle a hâte de vous revoir. Quelquefois elle m'appelle. Oui. Mais elle est open, d'après ce que vous dites. Elle serait prête à y aller. C'est vous qui, tout en la désirant beaucoup, avez peur d'être dans une relation à trois où vous sentez que vous iriez au-devant de quelque chose de compliqué. C'est à vous de voir, parce que soit à un moment, vous dites, vous n'entretenez pas cette ambiguïté, parce qu'au final, c'est plutôt un peu éprouvant pour vous, soit vous y allez, mais il n'y a que vous qui puissiez décider. Il y a Ninon, pour conclure, qui dit, attention aux réseaux sociaux, vos échanges peuvent être vus par le mari quand il est au travail. Il y a Néjoute qui dit cette collègue n'est pas disponible, mais elle est peut-être ouverte pour une aventure. C'était avant que vous nous racontiez ce qui se passait. Invitez-la à prendre un verre après le boulot. Bon, vous voyez bien, elle vous propose un rendez-vous, vous n'y allez pas. Donc vous ne savez pas. Oui, vous n'y allez pas. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Mais j'ai pas, j'ai pas envie de. C'est l'histoire du couple, quoi. J'ai pas envie de. Alors vous avez la réponse à votre question, Aymeric. Ah bon? Oui. C'est l'histoire du couple qui vous dérange et que vous ne vous sentez pas prêt à assumer d'être dans une histoire de couple où effectivement vous savez que vous ne serez pas 2 mais 3, qu'il y a le mari qui est présent. Bon courage, Aymeric. Oui. Au revoir. Merci, au revoir. Heureusement que je l'ai bien prononcé parce que ça m'a mis le Fabrice dans un état. Là, il était là à se trémousser en régie. Ça aurait été presque indécent quand même. Bon, enfin, il y a que moi qui le vois, Paul, et puis une autre jeune femme là qui est là planquée. Bon, voilà, tout le monde, les autres travaillent et puis lui, il est déchaîné. Bon, écoutez, il faut bien que jeunesse se passe. Allez, il y a un petit mail de Thomas pour Tiffaine qui avait très peur des hommes, de la relation amoureuse. Il dit, essayez la danse. Je la pratique depuis des années et c'est une merveilleuse façon de se libérer d'un tas de choses, de se réconcilier avec son corps, de se rapprocher des autres, de cultiver la joie et la simplicité. Vous y arriverez, à coup sûr, car vous avez déjà eu le courage d'appeler, bien amicalement à vous. C'est une excellente suggestion.
Je parlais des thérapies un peu corporelles. C'est vrai que la danse, c'est une façon de retrouver de la sensualité, de bouger et de bouger parfois avec l'autre aussi. Il y a des hommes dans des cours de danse, on peut se rapprocher d'eux par cette intimité déjà par la danse. Je ne sais pas pourquoi Zach me dit, est-ce que c'était vous qui présentiez le résultat du tiercé? Non, je vois pas à quoi vous faites allusion. Pas encore, mais vous savez, une reconversion est toujours possible. La météo aussi. Je peux vous faire le bulletin, pourquoi pas, Vous savez, il faut être polyvalent dans la vie. Jeanne qui revient sur l'histoire du chat d'Isabelle qui dit, moi, le chat de ma nièce est revenu 7 ans après sa disparition. Oui, c'est pas une erreur, 7 ans, et nous sommes sûrs que c'est lui, car il était tatoué. Oui, parce que quelqu'un m'avait dit, la nuit, tous les chats sont gris. Enfin, elle sait quand même reconnaître sa chatte, si je puis me permettre. Et puis alors, il y a Lilou qui dit, rien à voir avec Dragé, mais je cherchais une occasion d'en parler. Je suis l'heureuse propriétaire d'un petit chevreau depuis aujourd'hui. Bienvenue à elle dans ma vie. Oui, c'est charmant. Et puis Fanny qui rebondit sur le témoignage d'Emery qui est amoureux de sa collègue, qui lui fait un peu du rentre-dedans, mais il a peur de briser un couple. Fanny dit, pour ma part, je ne considère pas que si c'est le conjoint ou la conjointe qui fait du rentre-dedans, ce n'est pas la troisième personne qui casse le couple, car il n'est pas dans l'intimité de ce couple et ce n'est pas lui qui peut prendre les décisions. Cette femme que vous aimez vous fait du pied, à la bonne heure. Elle vous fait des sacrées avances, vous l'aimez, allez-y et advienne que pourra. Vous êtes adulte, prenez des décisions. Visiblement, vous n'avez pas le rôle du lourdeau, donc c'est déjà ça. Et puis, on va accueillir maintenant Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Alors, moi, je vous appelle, Caroline, parce que il y a quelques jours de ça, je suis tombée sur une annonce de décès de quelqu'un que j'avais connu, mais il y a très longtemps de ça. Oui. C'était la personne que j'ai aimée, la première personne que j'ai aimée. Et donc, depuis, je suis triste, et puis j'aurais voulu me manifester, même si ça fait déjà 3 ans qu'il est décédé. J'aurais voulu savoir si je peux faire un courrier à sa famille par rapport aux 4 années avec qui j'étais. Enfin, on a beaucoup correspondu pendant 4 ans et voilà. Donc c'était quelqu'un avec qui j'étais très proche. Oui. Mais pourquoi faire un courrier à la famille? C'est votre histoire? C'est votre histoire à vous? Ça appartient à vous, ça? Oui. Vous pensez... Ça ne regarde pas la famille. Eux, la famille, ils sont même dans leur peine, dans leur deuil. Il a construit une vie, cet homme. Il a eu des enfants, j'imagine. Bon, donc votre histoire d'amour, vous voyez, c'est en plus c'est notre image de lui. Enfin, c'est entre vous et vous, ça. Oui. Je comprends que vous soyez très peiné de l'apprendre de cette façon-là. Mais faire un courrier pour parler de cette histoire d'amour, c'est votre histoire, c'est pas la leur. Donc c'est à moi de la garder, quoi. Elle vous appartient? Oui. Elle vous appartient? Vous n'avez pas à la partager à ces personnes qui, eux, ont une autre image de cet homme? Enfin, oui. Vous voyez? Mais bon, j'avais connu son frère et j'avais connu sa sœur, ses parents. Oui, alors ça, c'est différent. Vous pouvez, c'est pas la famille qui l'a construite dans ces cas-là. Mais si c'est... pas du tout. D'accord. Je ne serais pas du tout manifestée auprès de... vous pouvez... Ses parents sont toujours de ce monde? Non, ils sont décédés. Bon. Alors à qui auriez-vous écrire? Peut-être à sa sœur ou à son frère, mais bon... Oui, mais si c'est pour parler de votre histoire d'amour, vous voyez, c'est parce qu'on sent que vous avez besoin de parler de ça, mais eux, ils n'ont pas besoin de ça. D'accord. Ça, c'est votre histoire. C'est-à-dire que vous preniez contact avec eux pour leur présenter vos condoléances et dire à quel point vous avez été touché par le décès de leur frère. Bon, oui, mais c'est pas pour parler de vous. Ah non, c'était pas pour parler de moi. Un peu, parce que ça remue des souvenirs. Lui rendre hommage. Alors comment je pourrais lui rendre hommage? Par ce souvenir que vous avez de lui. Écrivez, mais écrivez pour vous. C'est l'hommage que vous faites, vous le faites là, en parlant de lui, de cette histoire d'amour. Elle est présente en vous. Elle vit en vous. Voyez, mais c'est pas, on rend pas hommage à, enfin, je sais pas, les personnes de la famille sont elles-mêmes dans leur peine. Je suis pas sûre qu'elles soient forcément. C'est votre histoire.
D'accord. Après, si vous avez envie, vous savez où il est enterré, cet homme Oui, mais c'est très loin de là où j'habite. D'accord, mais vous savez. Bon, si ça peut vous aider d'aller vous recueillir sur sa tombe ou de symboliquement faire quelque chose, mais attendez un petit peu, vous venez de l'apprendre aussi, hein. Vous venez de l'apprendre dans le journal, ça vous remue, ça vous ramène à votre passé, à votre jeunesse, bon. Donc c'est normal que ça vous bouleverse, mais ça peut s'estomper aussi, hein. Certainement avec le temps. Vous voyez, là, vous êtes sous le coup de l'émotion. Vous êtes en couple, vous, aujourd'hui ? Oui, j'ai un couple tout à fait normal. Je suis heureuse avec mon mari. Voilà. Bon, donc ça vous ramène à votre jeunesse, à vos... voyez ? Et cet homme, la façon de lui rendre hommage, c'est de toute façon, cette histoire, elle est toujours présente en vous. Elle a aussi certainement participé à ce que vous êtes aujourd'hui. Enfin, voilà, les êtres que l'on a aimés, ils nous accompagnent et ils participent à ce que l'on est devenu aussi. Hein, vous pouvez, vous, lui écrire quelque chose. Et puis, j'en fais quoi de ce que j'écris ? Vous la gardez pour vous, c'est tout. Attendez, si vraiment il y a quelque chose qui est trop, que vous n'arrivez pas à surmonter, vous pouvez aussi en parler avec un thérapeute. Mais là, il faut comprendre pourquoi, tant d'années après, vous voyez, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas pu vivre cette histoire. Enfin, bon, vous avez construit entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un. Vous voyez, attention de vous laisser happer, là. Comment ? Bon, il faut comprendre pourquoi. Laissez passer un peu l'émotion. Hein. Vous venez de l'apprendre, là, vous êtes encore sous le coup de l'émotion. Vous allez voir comment ça évolue. Si vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'une tristesse, d'une peine, peut-être qu'à ce moment-là, si vous souhaitez en parler, c'est dans l'intimité d'un cabinet. Où vous parlerez de cette histoire et peut-être que ça vous aidera à la laisser à sa place. C'est-à-dire un homme que vous avez aimé réciproquement. Puis peut-être, voilà. Mais pourquoi ça... Vous voyez, à un moment, cet homme, vous n'êtes pas restés ensemble, hein ? Non, parce que j'étais très susceptible. Voilà. Donc à ce moment-là, c'est qu'il y avait une partie qui ne convenait pas. Donc aussi, après, on peut idéaliser après coup. Hein. Donc... voyez un petit peu comment votre état de tristesse évolue et s'il persistait dans le temps, rien ne vous empêcherait d'aller en parler à quelqu'un. D'accord, Caroline. Hein. Alors il y a Poupi qui n'est pas d'accord avec moi, mais bon, ça le regarde, mais moi je trouve que c'est votre histoire. Et que la famille, on n'en comprend pas forcément la famille, surtout que vous voulez parler de votre histoire d'amour. Hein. Votre histoire d'amour, elle vous appartient. D'accord, merci beaucoup, Caroline. Bon courage, Annie. Au revoir. Merci beaucoup, je vous embrasse. Au revoir, moi aussi. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Estelle. Ah, bonsoir Caroline. Bonsoir. Quelle vivacité à cette heure tardive de la nuit. Vous savez, je vous écoute depuis très longtemps, y compris à l'époque où il y avait Marcel Ruffo à 11h, vous, c'était de minuit à 2h, c'était très tard. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, je voulais absolument rendre justice à un film qui est une véritable petite merveille. Ça s'appelle Ernest et Célestine. On laisse croire que c'est un film pour enfants. Oui, comme les affiches en témoignent. Pour tout le monde. Alors c'est très dommage. Il faut absolument que c'est une merveille de poésie, de finesse. Il y a 80% des dialogues qui passent sur la tête des enfants. Moi, je l'ai vu avec un immense plaisir. J'ai ri à plusieurs reprises. L'image de dessin animé est complètement fausse parce que en fait, c'est une dessinatrice. C'est plus que du dessin animé, vous voyez. Alors, c'est intéressant. Il y a une lecture. Il y a 2 degrés de niveau de lecture. Mais finalement. Mais c'est. Alors, qui est Ernest, qui est Célestine? Ernest, c'est le grand méchant ours. Et Célestine, c'est la petite souris. Et c'est une histoire entre ces deux êtres. Le film, comment dirais-je, sans aucune lourdeur. C'est un reflet des préjugés de société, parce que la société pense que un gros ours ne peut pas s'entendre avec une petite souris. Ça frise tout ça avec des sous-entendus, aucune lourdeur. Ça montre le côté un peu raciste de la société. Oui, c'est une éloge de la différence. Mais tout est un régal. Oui, a priori, c'est 2 êtres qui n'avaient rien en commun. Oui.
Mais si vous voulez, quand on Un ours masse léché. Oui. comme un film pour enfants, Oui. on empêche les gens d'aller le voir. C'est vrai que quand on voit l'affiche, on se dit bon, c'est pour les enfants. Et les enfants, il y a 80% qui leur passent au-dessus de la tête. Oui, c'est ça. Donc c'était important. Alors, je voulais absolument rendre justice à cette merveille et suggérer aux gens d'y aller pour leur plus grand plaisir. Il passe toujours dans les salles ? Ah oui. Bon. Mais il passe pas. Oui, puisque je l'ai vu avant-hier. Moi. L'histoire d'une petite souris qui finalement va apprivoiser ce gros ours mal léché. Oui, mais qui va vraiment. Il se crée des liens entre eux qui sont extraordinaires et qui prouvent qu'entre des êtres différents, très différents, il peut se construire des choses très romantiques et voilà. Il faut Écoutez, merci d'avoir Ernest et Clémentine. Voilà, j'avais plein d'autres choses à vous dire, mais une autre fois, avec plaisir, non, parce que là on arrive à la fin de l'émission, mais une autre fois, vous pouvez me rappeler. Depuis de longues alors années. d'autant plus, merci. C'est ce film qui vous donne l'occasion de on se parle. C'est First Lisa qui dit à notre Yves au féminin, voilà, parce que j'ai un petit clin d'œil amical à Monsieur Cinéma, à Yves. Ça fait plusieurs fois qu'il appelle pour parler cinéma, le pauvre, on n'a pas pu le passer, mais on ne vous oublie pas, Yves. Je lui fais un reproche à Yves, c'est quelquefois il raconte trop l'histoire du film. Il est pris dans sa fougue, dans sa passion. Il donne jamais quand même la fin, heureusement. Quelquefois, il en dit trop. D'accord. Bon, allez, un droit de réponse de l'ami Yves bientôt. Merci beaucoup, en tout cas Estelle, d'avoir parlé de Ernest et Clémentine. Vous recommandez ce film. Il y a Ninon qui dit, moi j'ai vu aujourd'hui au théâtre La vie est un songe de Calderón de la Barca. Tiens, ça me dit quelque chose et j'ai adoré. Belle nuit à vous. Faites de très beaux rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1. Et c'est l'heure de retrouver Laurence Gontier pour les infos. Bonsoir Laurence.